Mon nom c'est Henri Brouet et donc j'ai commencé tout au début de l'ascenseur quand on a fait les expropriations. C'est moi qui ai fait les relevés, enfin moi, l'équipe. Et puis on a fait ce qu'on appelle une étude hydrogéologique dans toute la région ici. Donc il y avait à peu près 50 personnes qu'il fallait mobiliser pendant 6 mois. Et puis il y a eu les premières études et puis le premier coup de pioche. En parlant du premier coup de pioche, il y a une anecdote, c'est qu'on a fait une stèle genre menhir là-bas au-dessus et on a mis en dessous une bouteille de champagne. Je crois qu'elle était vide. Donc les premières opérations de terrassement, c'était quand même remuer pas mal de déblais. Au total, il y avait 4 millions de mètres cubes qu'il fallait déplacer. Et la chance, c'est qu'on a pu les déplacer sur le site. On n'a jamais fait de remblai autre part que sur le canal en amont ou dans le zoning industriel qui se trouve là tout près. Et donc, c'était des gros dumpers qui faisaient le travail. Et le problème, c'est qu'il y avait pas mal de cailloux coupants, genre silex. Et donc, le nombre de pneus qu'on a remplacés ou qu'on a dû remplacer, c'était quand même pas mal. Mais enfin, voilà, c'était assez costaud. C'est un ouvrage qui fait 1 hectare pratiquement, un gros terrain de football. Et donc, on sait très bien qu'avec le béton, la distance de dilatation, c'est 40 mètres. Ici, on atteint plus de 100 mètres. Donc, on a fait des études de recherche sur les ciments, les bétons, pour avoir le moindre retrait possible. Au centre du radier, de la semelle en béton, on avait placé quelques tours qui ont été montées au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'au niveau du sol, on est à la cote en dessous de 50, donc on est à la cote 40 à peu de choses près. Et le toit de l'ouvrage était à la cote 150. Donc on avait des grues très hautes et qui devaient couvrir toute la surface. Donc il y avait 2 grues, je pense, ou 3 grues qui couvraient toute la surface. Et donc voilà. Je m'appelle Gustave Mampé, j'étais ingénieur des ponts et chaussées et je suis maintenant retraité. Je suis arrivé sur le chantier en 95 et j'ai pris le relais comme fonctionnaire dirigeant d'Henri Brouet pour tout ce qui est le génie civil et les constructions métalliques. Quand je suis arrivé, le chantier était un peu dans le creux de la vague, c'est-à-dire que au ministère de l'équipement et des transports, les engagements de budget étant annuels, on ne pouvait engager que des petits morceaux de contrat 2 ou 3 fois par an. Et donc on était arrivé à saucissonner les travaux en très petits contrats et ça a duré un certain temps. Et effectivement, une grande partie du chantier tournait au ralenti quand je suis arrivé. Jean-Pierre Rolland, je fais partie de la famille des ingénieurs des ponts et chaussées. Et lorsque le décret Sofico a été approuvé par le Parlement wallon pour, au départ, réaliser 3 maillons manquants du réseau transeuropéen, nous avons, avec mon collègue Jacques Dehallu, pris la direction d'une petite société de droit public qui était chargée de suivre et d'accélérer la réalisation, suivant les souhaits de l'Europe, de ces 3 premiers maillons manquants. Donc j'ai pris la fonction d'administrateur délégué avec en charge principalement la gestion des marchés, tandis que mon collègue s'occupait des deniers, des crédits. Mon nom est Jacques Dehallu. Lorsque le dossier nous a été confié, j'étais président du conseil d'administration. Ce dossier nous a été confié en 1996 et il présentait de nombreuses difficultés, et notamment l'une de celles-ci était le ralentissement des chantiers qui faisait en sorte que les perspectives d'achèvement de celui-ci n'étaient plus 2017 comme prévu initialement, mais plutôt l'infini. En fait, grâce à la Sofico Met et à toutes les synergies qu'on a pu déployer pour les ascenseurs, on a réalisé l'ascenseur, le pont-canal, les abords, le contracade, la porte de garde avec les 2 tiers des budgets qui étaient prévus pour le seul ascenseur.
et les travaux ont été terminés dans un délai de 6 années. Donc c'est une performance, je dirais, collective, aussi des entreprises qui ont participé. On a libéré les robinets des financements, les entreprises ont pu fonctionner à plein rendement, on a évité d'énormes frais fixes qui étaient complètement inutiles, entre guillemets perdus. C'est-à-dire c'était les locations des halls, du matériel stocké, etc. Et donc je crois que pour la région wallonne, comme pour les 2 autres chantiers, la 8 entre Bruxelles et Tournai, la liaison à Liège, eh bien ce 3e chantier a permis de combler une partie des maillons manquants du réseau transeuropéen dans les meilleures conditions, en respectant les délais et les enveloppes budgétaires. Alors pour ce qui concerne la population, je crois que l'une des réalisations majeures a été la réhabilitation de la place du Harada, en aval de l'ascenseur, qui a permis de refaire à neuf, pourrait-on dire, la place. Et pour ce qui concerne les entreprises, je crois que nous avons facilité l'accès non seulement à l'ascenseur, mais aussi aux voiries externes au travers de la réalisation de 3 ronds-points au départ de l'autoroute 42 qui a permis de faciliter le trafic sur toute la jonction L'Heureux-La Louvière, avec un accès tout à fait particulier aussi pour le parc industriel de Strépitieux. Fédéral a commencé par financer l'ascenseur, donc il a injecté 375 millions d'euros. La région a suivi avec 81 millions d'euros. Donc en extérieur à la Sofico, les investissements se sont élevés à 455 millions d'euros. Quand la Sofico est intervenue, nous avons pour l'ascenseur investi 110 millions d'euros, globalement 111 millions, et 50 millions pour les ouvrages annexes qui n'étaient pas prévus au départ. À la fin des années 90, on a commencé à installer tout l'équipement électromécanique de l'ouvrage. Donc tous les treuils, les câbles, les poulies, tout ça. Et petit à petit, on a construit les contrepoids, on a fait des manœuvres pour relier les deux. Et petit à petit, on a commencé à monter des bacs vides et puis des bacs avec de l'eau. Et puis, pour quand même s'assurer que tout fonctionne bien, on a mis un bâtard d'eau à l'amont du pont-canal ici, pas le grand pont-canal, le pont-canal ici, rempli d'eau le pont-canal. Et à ce moment-là, on pouvait faire des manœuvres complètes en ouvrant les ports du bac, en les refermant. Et en 2001, tout était terminé. Enfin, l'ouvrage ici était entièrement terminé, mais la liaison n'était pas encore faite. Et à ce moment-là, on manœuvrait les bacs 2 fois par jour, chaque bac, pour simplement s'assurer que tout le mécanisme était fiable. Ici, la dénivellation franchie par les bateaux, c'est 73 mètres. Et donc, c'était un des plus hauts. On a fait l'analyse, je dirais, un peu mondiale de tous les ouvrages qui existaient en Chine, en Russie, au Canada, etc. Et c'est effectivement l'ascenseur le plus haut. En Allemagne, il y en avait un ascenseur, mais qui ne faisait que 36 mètres. Et dans les autres pays, je ne me souviens pas de tout, mais enfin, c'était notre ascenseur le plus haut. À la même époque, mais je n'étais pas fonctionnaire dirigeant de ce chantier, on a construit un pont-canal par-dessus la vallée de la Haine, au-dessus d'un important nœud routier. Et donc l'idée, c'était de franchir une vallée dans une seule traite sur 500 mètres de long. Donc c'est un pont en béton armé précontraint dans tous les sens, qui pose sur des piles distantes de 36 mètres. Et l'ouvrage était réalisé par poussage, c'est-à-dire qu'on construisait des tronçons de 12 mètres sur une des 2 berges, qu'on poussait. Et le rythme était tel qu'on poussait toutes les semaines une tranche de 12 mètres. Donc en une semaine, on construisait entièrement une tranche. Et à la fin de la semaine, enfin le lundi matin, on poussait cette tranche dans le vide. Et donc on avançait comme ça de pile en pile sur 500 mètres. Et ça a duré à peine moins d'1 an pour pousser l'entièreté du pont-canal. Cette construction devait être extrêmement précise parce que comme cet ouvrage est un ouvrage très hyperstatique, les déformations d'un des appuis aura entraîné des tensions très fortes dans le tablier du pont et donc des risques de fissuration, ce qui n'est évidemment pas permis dans un ouvrage qui contient de l'eau. Et donc il fallait à tout moment, et ça a duré pendant la construction et puis pendant la mise sous eau, contrôler exactement la précision de chaque pile, de chaque tête de pile. Une autre caractéristique de ce pont-canal, c'est qu'à l'époque où il a été construit, c'était l'ouvrage le plus volumineux qu'on ait poussé. Donc c'est avec 65 000 tonnes de béton, le tablier, c'était le plus lourd, c'était pas le plus long, parce que les ponts routiers plus longs se font régulièrement, mais comme
la masse d'un pont routier est beaucoup plus faible que celle d'un pont canal. C'était le plus lourd pont à l'époque. Et une anecdote amusante à propos de ce pont canal, c'est que comme matériel lubrifiant pour pousser le tablier sur les sommets des colonnes, on employait un liquide de vaisselle et non pas un produit comme les fabricants de produits de construction en proposent. Et ça marchait très bien jusqu'au jour où le fabricant de produits de vaisselle a changé sa formulation. Et ça a fort embêté l'entrepreneur parce qu'il a dû rechercher un autre produit pour continuer le poussage, le levage. Mais le plus magnifique, je dirais, c'était le jour de l'inauguration où on voit la réalisation de tout ce qu'on a fait avec des collaborateurs comme Gustave. On a vécu quelque chose d'extraordinaire. C'était une très grande satisfaction qui s'est traduite un petit peu par la conclusion de celui-ci au travers de l'inauguration qui a été assumée et confiée à Dragon et qui a permis en quelque sorte de visualiser de manière très concrète les réalisations que nous avions faites au travers de l'arrivée d'une péniche chevauchée par un géant et qui rejoignait progressivement l'ascenseur de Strépy qui présentait les mêmes caractéristiques de grandeur. Le funambule qui circulait sur son câble là pour gravir l'ascenseur, toute la foule, la joie des habitants aussi, parce que ces grandes infrastructures qui servent finalement, qui sont, je dirais pour l'avenir quand même des jalons utiles. La voie d'eau, faut-il le dire, a le vent en poupe aujourd'hui par rapport à la route par exemple, au coût de l'énergie, etc. Tous ces bateaux sont fonctionnels. Et donc cet ascenseur de Strépy, avec les vieux ascenseurs qui se trouvent tout à côté, constitue un ensemble exceptionnel. Et l'inauguration, c'était aussi la prise en charge par toute la population de cet investissement à leur profit et au profit de toute la région.